Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale. Nous accueillons ce soir Odile Deck et Andrés Jaque, Paris, Madrid, mais en fait en disant ça, je devrais dire une planète internationale, parce que ce sont des architectes qui ont une pratique très transversale et qui les amènent sur tous les terrains, notamment celui de l'enseignement. Et je pense que ce sera une des questions qui va être mise sur la table ce soir, la transmission. Voilà, mais peut-être, je veux pas mais je sais pas, quelque chose me dit que ça peut arriver. Et puis ici, avec notre ami Andrés Jaque, qui a toujours été une sorte d'activiste sur l'espace public, sur cette question très très importante d'intégrer les habitants dans des démarches architecturales tout à fait intéressantes. Et au Matadero, par exemple, vous pouvez voir l'une de ces œuvres mobiles. Je n'en dis pas plus. Ce soir, c'est Emmanuelle Kipiriou qui est la critique invitée, et c'est elle qui va mener ce débat. Je rappelle que dans cet exercice, c'est pas elle qui a choisi les invités de ce soir, mais c'est elle qui va tirer les fils justement de toutes ces correspondances, de ces ruptures peut-être, de ces points de divergence peut-être aussi. Voilà, nous allons le savoir. Je lui laisse la parole tout de suite. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci évidemment à Francis Rampert, Martine Colombet, Christine Carbonnier et toute l'équipe qui organise et qui fait en sorte que cette rencontre soit possible ce soir. Donc, comme vous l'avez dit, Francis, c'est une rencontre à l'aveugle puisque ces deux créateurs hors cadre ne se connaissent pas, du moins pas personnellement. Je vais peut-être simplement commencer, si vous voulez bien, par rappeler quelques repères chronologiques. En commençant par vous, Odile Deck, première agence fondée en 1979 à l'issue d'études d'architecture à Rennes et d'un DESS d'urbanisme à l'Institut d'études politiques à Paris, et une agence qui ensuite évolue avec des commandes très importantes et une reconnaissance internationale quasiment immédiate. Donc l'agence ODBC avec Benoît Cornette jusqu'à son décès prématuré malheureusement en 98, et puis une agence qui continue les efforts de conception, qui va maintenir sa ligne théorique conceptuelle par justement des réalisations dans le champ de l'architecture, mais également dans le champ du design, dans le champ de l'urbanisme, et puis par une recherche constante qui émerge sous forme d'exposition, bien souvent. Et aussi un parcours d'enseignante qui est un des jalons fondamentaux de votre pratique. À l'ESA d'abord, donc vous avez assumé la direction entre 2007 et 2012, si je ne m'abuse, et puis depuis 2015 à Confluence, à Lyon, où vous avez fondé une école privée qui révolutionne d'une certaine façon, pour la France du moins, le modèle d'enseignement. Et pour citer un seul des prix que vous avez reçus, pour citer peut-être le plus récent, vous avez été élue créatrice de l'année en 2013 au Salon Maison et Objets. Pas le plus récent, mais bon. Et Andrés Jaque, quant à lui, débute sa carrière en tant que chercheur, résident à la fondation allemande Alfred Töpfer Stiftung à Dresde et à Berlin. Et je pense que c'est un point de détail important, puisque cette notion de recherche, elle va vraiment émailler et guider toute la pratique de l'agence qu'il fonde en 2003, l'Oficina de Innovación Política, l'Office for Political Innovation à Madrid, et puis à New York depuis 4-5 ans. Et donc c'est une agence qui évolue au sein d'un réseau architectural et non architectural, puisqu'il y a des collaborations très nombreuses en dehors du champ, avec le champ des sciences humaines, des sciences sociales également, les artistes, et puis les institutions, Princeton et Columbia, si je ne m'abuse, qui font vraiment partie de ce réseau. Là, les interventions sont aussi multiples. Elles prennent la forme d'installations urbaines, d'expositions, de performances également, de recherches qui peuvent donner des films ou des expositions. Et puis, quant à vous, vous avez été lauréat du prix Frédéric Kessler pour l'art et l'architecture en 2016. Et puisqu'on parle de prix, il y en a un que vous partagez, qui est un lion de Venise, de la Biennale de Venise, d'or pour vous, Odile Deck, reçu dès 1996 pour la scénographie du pavillon français. Non ? Pour le pavillon français, pour votre présentation dans l'exposition.
D'accord, bien, vous me corrigez. Malgré tout, peut-être ce pavillon, il a une importance puisque vous y êtes présente avec Claude Parent et avec André Bloch, deux figures majeures pour votre propre, on va dire, généalogie. Et quant à vous, Andrés Rack a un lion d'argent pour Sales Oddity en 2014, donc présenté lors de la biennale de Colas. Et puis, vous avez un autre animal fantastique commun, un fantôme, puisque vous partagez un titre de projet, et si le titre est commun, l'approche est radicalement différente. Le fantôme d'Andrés Rack est celui du pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, dont Andrés a révélé les entrailles et révélé finalement tous les systèmes qui permettent à cette image idéale de l'architecture moderne de continuer à vivre. Et quant à vous, Dildek, votre fantôme, c'est celui qui occupe de ses courbes sinueuses le café-restaurant de l'Opéra Garnier, que vous pouvez évidemment voir puisqu'il est tout près d'ici. Ce sont à la fois des points communs et puis tout de suite on voit deux approches fondamentalement différentes se faire jour. Et ce sont ces points-là qu'on va essayer de tirer ce soir pour vous faire dialoguer. Pour que vous sachiez, puisque chacun a ses déformations et ses obsessions, j'ai ramené quelques citations historiques dont j'espère qu'elles auront le mérite de peut-être de vous convaincre, de vous fâcher, de vous intéresser, du moins qu'elles seront l'objet de débat. Alors, pour commencer, peut-être une première question tout de suite, et on va dérouler vos démarches au fur et à mesure de la discussion. Cette notion de création, puisqu'on est étrangement à une plateforme de la création architecturale, peut-être qu'on peut commencer par vous. Est-ce que cette notion de création, elle a une signification pour vous, pour l'architecture? On la rattache habituellement à l'art. Comment est-ce que vous vous situeriez vis-à-vis de cette notion? Ça démarre plutôt fort. La création. Je ne sais pas si je suis un créateur, moi. Je suis quelqu'un qui fabrique des choses, mais de là à dire que je suis un créateur, c'est un bien grand mot, je trouve. Et la création. Je ne sais pas, moi j'avais l'impression que quand on parlait de la création, c'est la création du monde, mais et j'en suis pas là. Mais loin de là, et on ne le fera jamais. Mais je pense que c'est plutôt... Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt des aventures, moi, des expérimentations et des aventures, plutôt que de la création. Pour vous, ce terme, il fait partie du vocabulaire d'un architecte, la création? Well, I'm going to speak in English, but mon français n'est pas très bon. Je crois que c'est mieux pour tout. So I'll speak English. Yeah, I feel similarly, like creation is probably a big word, and it's a word that also is related to God, and yeah. When we opened our office, we decided together with everyone that was part of that at that moment that we would call it Office for Political Innovation, because we were thinking that maybe we could challenge the way or rethink the way architecture was narrated. Not that much as an individual thing, but something that could happen collectively. And also we love this idea of political innovation, because innovation came from corporations and things like that. And by putting together with politics, it totally transformed, and it opened new possibilities of reinvention as something that could be done in a plural way, in a discussion with others. So I would say if creation probably not that, probably more like political action in a way that produces things and makes things, like Odile was saying. Je voudrais rebondir sur ce mot d'innovation, parce qu'en fait, lorsque Peter Rice a reçu sa médaille d'or du RIBA à Londres, il a fait tout un discours sur la différence entre l'innovation et l'invention, et sur la différence qu'il voyait entre l'architecte et l'ingénieur. Et pour lui, l'architecte était un innovateur, et l'ingénieur était un inventeur. Et c'était intéressant de voir la différence entre l'innovateur, enfin l'innovation et l'invention. Et c'était vraiment Alors l'innovation, ce serait la production de nouveaux, de nouveautés. C'est le fait de pousser plus loin les choses, pour moi. C'est le fait de les emmener plus loin, de jamais. Et d'ailleurs, mon école s'appelle
Institute for Innovation, oui, c'est ça. Donc c'est pareil, parce que donc on a un mot en commun aussi. Et je pense que oui, c'est la question de jamais être satisfait et de vouloir toujours pousser plus loin les choses et d'emmener avec nous les gens pour aller plus loin. C'est ce que je dis, pour aller plus loin. Ça m'intéresse pas de rester à l'endroit où on est, et de toujours essayer d'aller plus loin, de voir plus loin, d'essayer de penser pour emmener tout le monde avec soi. Et je crois que ça, c'est vraiment le travail de l'architecte, quand on travaille en architecture, tout au moins. Et c'est vraiment de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir de limites. Donc, quand on n'a pas de limites, on peut innover. Absolument. Et je pense que c'est un des points qui vous rassemble, c'est justement cette capacité à questionner ce qui est là, ce qui est donné, que ce donné soit le site, que ce soit la commande, que ce soit la définition traditionnelle de l'architecture. Un point commun aussi, c'est cette capacité que vous avez l'un et l'autre au sein de vos agences à incorporer des procédures qui ne sont pas celles de l'architecture au sens traditionnel. Vous allez sur le terrain de l'ingénierie, vous avez un dialogue assez fort avec sans doute les arts plastiques. De même, vous dialoguez avec les sociologues. Alors peut-être que vous pourriez nous donner justement une idée de ce que c'est que cette démarche qui s'ouvre, qui incorpore, qui se déterritorialise d'une certaine façon. Est-ce que vous créez des ponts avec les autres disciplines? Est-ce que c'est un quotidien de l'agence? C'est pas moi qui vais parler, qui vais tout le temps parler. For me, the question is how to make architecture relevant, or how to make architectural practices relevant. Because in a way, we are surrounded by news that have architecture as a main component. So we see climate change, and architecture is playing a key role in it. Or for instance, we see gender violence, and then domesticity is an issue that is very much shaped by architecture. So all these topics or evidence and truth, as is discussed these days, and architecture provides evidences of many things. So for me, what is very important is to think that architecture is already playing a key role in the big things that we're discussing as citizens. And my intention through the work is to to take this capacity of architecture to be part of these things, to introduce politics, to introduce change, to introduce other voices. So this capacity of architecture can bring a society that is more complex, more inclusive, more sensitive to many minorities. And in my opinion, I agree, this is something that requires a term, and probably innovation, politics are terms that could somehow describe this attitude, this way of working. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi que, en fait, l'architecture s'était bloquée dans la question de la forme. Et ça n'a aucun intérêt, la forme. et que ça, c'est venu des années 80 et 90. Et qu'à cause de ça, les architectes sont devenus des fabricants de formes. Et la forme n'a, pour moi, aucun intérêt. Elle n'est que le résultat d'un processus qui s'élabore en cours de route. Et à un moment, il arrive une forme, mais c'est pas ça le plus important. Et du coup, lorsque vous nous envoyez le terme de création, c'est peut-être parce que vous vous référez à ce champ-là de la forme et de la pensée sur l'architecture qui n'est finalement qu'un objet. Alors que pour moi, l'architecture n'est surtout pas un objet. Mais c'est parce que justement nous sommes dans cette plateforme de la création, je trouve un terme problématique qu'il faut questionner. D'ailleurs, peut-être pour commencer par une architecture qui n'est pas un objet, on a derrière nous un geste qui est un geste architectural, qui est l'exposition Parallel of Life and Art de 52 par l'Independent Group, donc les Smithson, donc Banham, et qui est une forme de réflexion architecturale sur le monde. Cette idée que l'architecture finalement peut être une série de procédures, une tournure d'esprit, une façon d'aborder la complexité du monde. Pour ça, par exemple, vous développez un lien très fort à la sociologie. Vous pourriez peut-être nous en dire un mot de ce rapport à d'autres formes de pensée, de contamination? Yeah, you were also mentioning that in your video, and I was very happy of seeing that. In a way, it was super important for me when I was even studying. I mean, I was trained first in Spain, in Madrid, and Spanish architecture was very focused on shape, image, materials, and I was feeling when I was studying that it was really not
that interesting for me. Like it was something that was basically not questioning institutions. So, for instance, it would be very, very kind of a Spanish architecture attitude to do a museum and not questioning the way a museum performs or what is a museum, but rather to make it very conservative but good looking, let's say. For me, that was a little bit boring, and I thought that also it was kind of missing the opportunity for architecture to do many other things and to connect also and use many other traditions and powers that were within architecture. And I found then, like as a student, like sociologists that were talking of architecture in very different terms. And that was really a kind of very important for me, because I started to think, well, if these people is talking of architecture in this way, in the performative aspects of architecture, in their capacity to assemble together difference, maybe we could do these things. And of course, there were many other people that were talking about these things from the design perspective. So sociology became very important, but not any sociology. I think also French sociology, the tradition of STS, the people like Bruno Latour, Michel Calon, Michel Serres, started to be the things that I wanted to work with, and among many others. And then there was this discovery of many things that were happening that were not the ones that I was taught about in the School of Architecture that became super important. And when we started to have the practice, we decided to bring these people in. And basically we decided to work together with anthropologists, sociologists, people that were doing interaction design. And by working with them, the conversation totally changed. And for me, that was really exciting. And I try to keep doing that also with my students and with other things, like to think of architecture as something that is in dialogue with many other discussions and many other forces and disciplines and fields. Je pense qu'avant les années 80, puisque finalement je pense que la question de la forme vient des années 80, je pense que les architectes étaient capables de penser le monde et étaient capables de se poser la question de la façon de vivre et de la façon d'organiser la société, et quand ils faisaient un projet, ils questionnaient en fait la façon dont la ville s'organisait, la façon dont la société s'organisait, la façon dont et lorsqu'on regarde même les avant-gardes des années 60, ils étaient vraiment complètement attachés à la question de que va devenir le monde. Et à partir des années 80, à cause de cette question de la forme qui est arrivée parce que les architectes sont mis à construire beaucoup, et qu'il y a eu un grand développement, et tout d'un coup, il y a eu en plus le Star System qui s'est échoué là-dessus, et il y a eu en plus... donc en fait, finalement, l'architecture est devenue un objet, et à tel point que les clients attendent que l'architecte fasse un objet, alors que, comme je dis, un geste architectural, alors que c'est pas ça le sujet. Et que en fait, moi, c'est bizarre, mais... Quand j'étais étudiante, dans les années 70, ça fait longtemps, la sociologie était dominante dans les écoles. Et donc, je vois très bien de quoi tu parles, parce que on a d'abord eu, après 68 en France, on a eu les écoles qui ont été investies par les sociologues et qui ont vraiment dominé un peu la question de l'enseignement. Après, on a eu les artistes et après, on a eu les architectes. Donc, on a eu 3 cycles comme ça qui se sont déroulés des années 70 aux années 2000. Et les architectes maintenant ont pris le paquet et ne la lâchent plus. Alors qu'en fait, je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la sociologie est fondamentale, l'anthropologie et la philosophie, c'est fondamental dans les études d'architecture. Parce que finalement, à quoi on sert? À quoi ça sert l'architecture? Si ce n'est à organiser la société et à permettre aux gens de vivre bien. Donc c'est fait pour les humains, c'est pas fait pour nous les architectes. Et c'est vraiment fait pour permettre aux gens qui vivent, qui pratiquent nos bâtiments, qui pratiquent nos espaces urbains, qui pratiquent tout ça, à un moment d'oublier leur vie difficile. Moi, je dis toujours ça, c'est un moment d'oublier leur vie difficile grâce à la façon dont on leur a permis de vivre ensemble. Alors, sur cette question du vivre ensemble, peut-être j'avance, je saute et j'arrive à Instructeur Co, qui fait une installation de maquettes gâteau pour l'Armory Show en 71 à New York. Ça, c'est une bonne façon de vivre ensemble, ce moment de partage, en fait, cette sorte d'éphémérité totale de l'architecture. L'architecture serait finalement un moment, un événement, une rencontre, quelque chose de l'ordre
de l'éphémère. Ça, c'est possible aussi de penser ça en architecture. Bien sûr. Oui. Oui, parce que l'architecture, c'est pas le bâtiment. C'est pas, enfin, et c'est pour ça que, enfin, bon, on pourra parler de l'enseignement après, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas grave. C'est que, en fait, je pense que le grand tort des écoles d'architecture aujourd'hui, c'est d'enseigner aux étudiants à devenir des designers de bâtiments, parce que c'est pas ça l'architecture, et que c'est fondamentalement pas ça, et que c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Parce que quand on fabrique des étudiants qui ne savent faire que dessiner des bâtiments, en fait, ils font des bons esclaves dans les agences, et ça n'a aucun intérêt. Ce que vous appelez l'architectural thinking, qui est une façon de repenser, de repenser l'architecture, oui. Oui. Tout à fait. Non, de réenglober l'architecture de façon beaucoup plus puissante, de façon plus forte. Enfin, quand j'appelle ce que j'appelle l'architecture thinking, si vous voulez que je parle de ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où à Stanford, on a commencé à parler de design thinking, j'ai regardé ce que c'était. Et je me suis posé la question. Et je me suis rendu compte que petit à petit, beaucoup de gens utilisaient le design thinking, pensant que, en utilisant le processus de création des designers, du design, donc le mode d'évolution de la pensée pour fabriquer du design, en fait, quelque part, on arrivait à résoudre des questions de toute nature. Que ce soit des questions d'organisation d'entreprise, que ce soit des questions de fabriquer du projet dans les entreprises, de développer des nouveaux produits, des choses comme ça. Et puis à un moment, donc j'ai commencé à utiliser moi aussi le terme de design thinking. Puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi design? Pourquoi seulement design? Ça suffit pas. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais maintenant on va penser architecture thinking. Parce que l'architecture, c'est beaucoup plus puissant que simplement le design. Et que l'architecture, c'est parce que notre capacité, lorsqu'on a fait des études d'architecture, lorsqu'on travaille dans l'architecture, c'est d'affronter des questions extrêmement complexes. Et ces questions complexes, quand on vient nous voir pour faire un projet, ou quand on doit faire un projet, quel qu'il soit un petit, un grand, un moyen, c'est de convoquer un énorme champ de disciplines, une énorme quantité de disciplines, dans l'architecture, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la géographie, la géologie, l'économie, enfin, le droit, enfin tout ça, tout est convoqué dans la question qui nous est posée. Et on est obligé d'en faire une synthèse. Et cette synthèse, il faut être capable de la faire. Donc pour ça, il faut être capable de penser. Et il faut d'abord penser avant de dessiner quoi que ce soit. Et une fois qu'on a fait la synthèse, il faut faire une proposition. Et cette proposition, elle doit fonctionner du petit détail grand comme ça à la grande échelle de la ville ou du territoire, en même temps. Et cette fabrication, cette façon d'être, elle est unique au monde. Il n'y a pas une autre profession qui ait cette capacité-là. Il n'y a pas une autre discipline, un autre champ culturel qui ait cette capacité-là. Et en ce sens-là, en reposant la question plutôt d'architecture thinking plutôt que de design thinking, mon objectif, c'est de remettre les architectes comme des vrais problem solvers pour le monde, comme des gens qui peuvent agir, comme des personnes qui peuvent penser et qui peuvent aider. Qu'ils fassent des bâtiments ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent raisonner, penser et apporter des problèmes et proposer des solutions. Et que les solutions, elles sont toutes diverses parce que d'une personne qui a étudié l'architecture à une autre, et je dis volontairement pas d'un architecte justement, parce que l'architecte en soi m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est celui qui a fait des études d'architecture. La réponse sera toujours différente. Et c'est en ça aussi que c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que ça dépend des personnes, ça dépend des humains, ça dépend de la réaction qu'on a vis-à-vis des autres humains. Et c'est d'abord ça, être à l'architecture. Goes for an answer. Yeah, in a way, I believe that every architecture is ephemeral. And I totally agree that architecture is not the buildings, but it's the whole social performance that produce daily life. And of course, buildings are part of that, but also furniture, communication, gestures, practices, protocols. And if we go back to all these cases that you're showing, we would see that they're produced with many different technologies. So to restrict, I totally agree, to restrict architecture to a single technology, the one of buildings, is shrinking totally our capacities. Secondly, I think that it's very important to consider that even, like this, better? Even buildings are very temporary. Everything that happens in buildings changes all the time. We were invited to do this, our Phantom, we each had a Phantom, and our Phantom, it was basically looking at the Barcelona Pavilion and discovering that this minimalism that everyone considers
proper architecture requires so many actions, so many practices, so many people, so many industries. And because everyone wanted to see in that an architecture that was not temporary, that was fixed, all those components needed to be hidden. And for me, when you look, and those things were hidden in the basement of the pavilion. If we want to see the real architecture of the Barcelona pavilion, I think it's not that much in the upper floor, but in the way the basement where all these processes happen is hidden. And if we see the images of the basement, for me are very exciting, probably more exciting than the frozen, musealized upper part of the Mies van der Rohe building. So I think the same happens with architecture. I think probably it's much more exciting, and I totally agree with this claim for the processes and the life of, as the material for architecture, because I believe it's probably that part, the one that we deal with and the one that makes architecture relevant in societies. Mais d'ailleurs, vos projets s'arrêtent parfois avant ce que traditionnellement l'architecture considérerait comme l'objet architectural. Parfois, vous êtes uniquement à l'étape du diagnostic, du scénario, de l'analyse, et vous avez des façons de retranscrire cela, le film, l'exposition, vous donnez à voir, vous exhibez, en fait, c'est une architecture exhibitionniste d'une certaine façon, elle donne à voir les mécanismes et les procédures qui la font émerger et qui restent invisibles à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'objet, à l'échelle du corps. I mean, I believe that we can do architecture in many ways with many different technologies. For instance, once we were doing a project that is called IKEA Disobedience, basically because we saw that IKEA was probably the most important architectural actor. We would find IKEA things everywhere. So we thought that, and the ideas that are behind many of their commercials are really weird. Like they're claiming that domesticity is your independent realm. And so we were looking at people that were not living like that they were really not IKEA people, that they would never be in a commercial. And we advertised them. So we hired, actually it was a friend of us that worked with us doing photographs of all these people. And we advertised them in the same way that IKEA would do. We got many criticism. There were people saying, that's not architecture. Why is that important? Why do you have to claim that there's other things? But then something happened very, very weird. Like, because this project was gaining, it was kind of becoming known, and it was acquired by MoMA, and then it was taken to the front page of the major newspaper in Madrid, in Spain, in Spanish actually, El País. And then one of the cases got evicted from her place, and because she couldn't pay the rent. It was a rent control house, social housing, and she was not able to pay the rent. And because she had been in the front page of the paper, people demonstrated. There were lawyers that helped her. There was a kind of IKEA disobedience demonstration in Madrid to support her, and she was not evicted, eventually. So the question is, this architecture was actually much more effective than, it was like doing a building for her. It was the kind of making it possible for her to stay there. So I believe that there's much more than what we do by providing kind of containers. We also help compose in society in particular ways, and that often is much more effective, this transmedia way of approaching architecture, and it's got the capacity of do political actions. Politique et pas idéologique, c'est ce que vous revendiquez. Je voulais peut-être juste une citation de Claude Parent, dont je sais qu'il est particulièrement important pour votre travail. C'est une figure qui vous a accompagné, qui écrivait avec Virilio en 68 dans la revue Architecture Principe, justement, que chaque époque possède sa définition spatiale. Une définition spatiale, c'est le système de référence géométrique dans lequel une société s'accomplit. Ce système est sous-jacent à son organisation sociale et politique, à son développement économique et à ses conceptions philosophiques ou religieuses. D'où sa grande persistance. C'est sur cette structure originelle que reposent les bases du droit et les différents types d'appropriation, et ceci aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des populations entières,
les relations sociales étant effectivement déterminées par cette définition spatiale. Si bien qu'avant de traiter le problème de l'urbanisme, de l'architecture ou tout simplement du mobilier, nous devons de remonter à ce substrat géométrique primaire en le débarrassant des équipements idéologiques provisoires qui le dissimulent à notre conscience. Et c'est tout le sens, je pense, du travail que vous faites. Alors, vous allez bien de l'urbanisme au mobilier, mais c'est dans une redéfinition permanente de l'espace, localement, avec des moyens à chaque fois réinventés, justement à l'échelle du mobilier, comme à l'UNESCO, comme au macro, mais à l'échelle de l'espace urbain, quand justement ils s'enroulent et ils montent sur la terrasse du macro. Cette idée de refonder une définition spatiale, à chaque fois, c'est quelque chose qui vous traverse? C'est toujours re-questionner les choses, se poser des questions. Et re-questionner toujours tout, sans jamais considérer comme acquis les choses qu'on vous donne. Mais je voulais dire une chose à André, c'est que Claude Parent était le premier activiste architecte. Parce que dans les années 60, lorsqu'avec Paul Virilio, ils avaient défini la théorie de la fonction oblique, en fait, il prenait un praticable, il allait sur les marchés et il installait un praticable oblique et il se mettait là et il haranguait la foule en expliquant que c'était beaucoup mieux de vivre à l'oblique que de vivre à l'horizontale. Et que, en fait, il le démontrait en s'installant dessus, en demandant aux gens de venir avec lui. Donc, c'était un activiste. Et d'ailleurs, il a habité son oblique, puisque... Oui, bien sûr. Et ici, on voit justement au pavillon français que vous avez vous aussi habité, qu'il a soumis, en fait, en 70, lors de la Biennale d'art, il a soumis le public à cette expérimentation, à l'idée que l'architecture permet d'expérimenter, de redéfinir les pratiques, les usages par le travail du corps, un corps qui est remis en mouvement. Vous aussi, à la Biennale de Venise, vous aviez pensé, alors je parle du pavillon français, je m'en excuse, mais là aussi une scénographie qui était déstabilisante et qui permettait un nouveau rapport à l'espace. D'autant plus que c'était Bloch, le monolithe fracturé, le titre de pavillon, et que donc c'était le travail d'André Bloch et puis de Claude Parent qui était d'abord présenté et d'abord exposé, et que c'était Claude Parent qui avait fait la façade du pavillon en fracturant le pavillon en deux. Et à l'intérieur, effectivement, après, j'ai aussi mis une surface oblique impraticable pour pouvoir, justement, en hommage à leur travail. C'est clair, c'était totalement référentiel. Mais ça continue dans votre travail. Il y a toujours un rapport phénoménologique à l'espace, à l'expérience que l'on fait. À l'expérience du corps dans l'espace, oui. Il y en a toujours eu. Et parce que le corps dans l'espace, c'est fondamental. Enfin, il n'y a pas d'espace s'il n'y a pas de corps. Ou s'il n'y a pas d'humains. Enfin, moi j'appelle ça toujours des humains, mais parce que ce sont des corps, mais ce sont des humains. Et si l'espace, il est juste un espace pour la photo et un espace photogénique, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai vu trop souvent des bâtiments construits qui n'étaient que photogéniques et dans lesquels les corps étaient oubliés, enfin, on oubliait la présence du corps. Yeah, I also think this is very good to bring back your work in the Venice Biennial, because what also is very important for me is that in all this discussion on the role of architecture in the making of politics and in the making of societies and daily life, also there's a very material component. And design is, in my opinion, also very important. So the fact that surfaces are oblique totally transform the experience of space and totally transform the way bodies perform and exist in daily life. So I believe that also this distinction between, let's say, design and performance, for me, is something that needs to be rethought. Because it's particularly also through design and through material adjustments and the way surfaces are done, their materials, the way they're constructed, their detailing, their consistency, also that societies are built and bodies are placed in daily life, and our societies are constructed. So I believe this is something very particular, because from many fields, the construction of society is seen as something that happens, let's say, in the air. It's all about kind of ideas, words. From an architectural point of view, I think there's a great capacity also of thinking what's the role of benches and doors and tables in the making of society. And for me, these adjustments are great. And I would say that the Venice Biennial you did was very particularly valuable on that. It was showing that in a very clear way.
Je pense d'ailleurs qu'on devrait fermer la porte pour voir ce que ça vous fait, si on fermait la porte. Tout d'un coup, on interviendrait sur l'espace sans vous prévenir. Et on s'est demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas une télécommande pour vous fermer la porte. Et séparer le public en deux. Sur cette question justement du rapport aussi très, très précis de l'objet à l'espace, au corps, à la façon qu'a le corps, le design, l'architecture de recréer une domesticité, d'agir sur les rituels. On a ici la proposition de Sottsass, enfin c'est une parmi les très nombreuses que les radicaux italiens ont été invités à faire pour l'exposition au MoMA en 72. Et je vous lis juste une phrase de Sottsass qui dit qu'il s'est demandé souvent quel peut être le rapport entre un environnement formel et les événements qui s'y déroulent. On retrouve la notion d'événement, de rituel. Je me suis demandé souvent s'il y avait une raison pour laquelle les déclarations de guerre partent de grands palais avec coupoles et colonnes blanches, s'il y a une raison pour laquelle les chansons naissent dans les rues, ou s'il y a une raison pour laquelle les événements dans les maisons des riches se déroulent toujours comme des opérations mathématiques. Et il conclut bien sûr qu'il y a un rapport entre l'environnement et les événements. C'est quelque chose dans le design, par exemple, quand vous travaillez sur une lampe, sur un mobilier, sur une assise, sur une borne comme à l'UNESCO, c'est quelque chose, vous avez une conscience du corps, du geste, du placement. Quand on fait du design, c'est obligatoire, puisqu'il faut bien... et on change d'échelle. Enfin, c'est une question de rapport direct au corps et au toucher, à la matière et à la façon dont le corps va s'installer. Et le corps va vivre avec ou pas. Mais j'aime bien cette phrase de Sottsass, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Et je suis sûre, effectivement, que les guerres partent des grands palais avec coupole. Et que ça a une relation. Parce que... Comment je pourrais dire ça? Je pense que l'ego des gens qui vivent dans les palais est surdimensionné. Et l'espace du palais surdimensionne l'ego de la personne, même si elle rentre avec un petit ego, elle prend un grand ego. Parce que c'est inévitable. C'est inévitable, vous vous baladez dans des espaces qui sont gigantesques et qui sont très très grands, et quelque part, vous devez y vivre. Et alors que si vous vivez dans une grotte, vous allez vivre totalement différemment. Les murs, vous les touchez et vous êtes là en train de vous regarder comme ça. Enfin, physiquement, l'espace, la forme de l'espace a un rapport au comportement de l'humain. C'est totalement évident. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être si attentif à la façon dont l'humain va vivre dedans, va se déplacer, va s'installer, plutôt que simplement se poser la question du rapport de proportion et de la composition formelle, qui n'a, encore une fois de plus, je le dis, aucun intérêt. Yeah, I would put it in this way. We tend to think, or kind of in daily life when we talk of architecture, people normally say, and we probably always also say, that kind of architecture contains people. But actually, I would say that architecture produces people, and produces people in a very direct way. But also I believe that it's very important to see that subversion is part of the making of architecture. And subversion is a huge capital for us. And so also it's possible to subvert palace and to kind of resist there. And that is something that, in my opinion, probably it's gaining importance. It's gaining importance in a way that both architects, we could say that probably we work subverting the space and developing strategies in which we kind of intervene in spaces that are designed to produce a very particular kind of society, but we architects can work not that much to build that hegemonic or kind of domain in space, but also to intervene it, to introduce alternative and subversion in it. And also I believe that there's a possibility to develop architectures that are kind of introducing the capacity of others to transform it, to have a take in it. And these two aspects of architectural practices for me are crucial now, and are even more crucial with the atmosphere, political atmosphere that we're living in now. Absolument, la question de la transgression, elle est fondamentale. La subversion, la transgression, la résistance, tout ça, ce sont des mots évidemment qui fonctionnent bien. Quels sont les lieux de cette subversion? Où est-ce qu'on peut subvertir? Tout le temps. C'est la Par vie. quels moyens? C'est notre vie, c'est notre façon de penser, c'est notre façon d'être.
C'est-à-dire qu'on doit, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne jamais se satisfaire de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous fait, du statu quo, des choses convenues, c'est être subversif. Parce que, en fait, les architectes, on est des emmerdeurs. On est des chieurs à vivre. Parce qu'on est tout le temps, enfin, je le dis franchement, enfin, avec des gros mots, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on est tout le temps en train de questionner. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Et pourquoi ça? Mais non, mais on pourrait faire ça comme ça, etc. En fait, on n'est jamais, on n'est jamais satisfait. Et comme on est des insatisfaits permanents et chroniques, en fait, on emmerde tout le monde. On emmerde les clients, on emmerde les gens avec qui on vit, on emmerde les amis, on emmerde tout le monde. Parce qu'on est tout le temps en train de vouloir repositionner un truc, le déplacer, dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on a une façon d'être qui est la question permanente. Questionner. On discutait d'un exemple précis. Vous travaillez dans un musée, d'un centre d'art actuellement qui est que vous réhabilitez, que vous rénovez et que vous exposez en même temps. Donc le chantier est accessible au public, la transformation est publique, elle est donnée à voir et il faut négocier parce que comment est-ce qu'on amène du public sur un chantier? Il faut porter un casque, on ne peut pas passer dans certaines zones. Oui, mais l'œuvre d'art, il y a des polices d'assurance, il y a tout ça. Comment on négocie tout ça? This is something that is going on right now. There was this museum that is called Centro de Arte 2 de Mayo that got an amazing collection donated to them. So normally what they would do is to kind of remove the building, destroy the building and do a new one. But we propose them to transform slowly the building that they have already, and to do it in a way that each step could be seen by the museum's public. So it could be that the transformation of the building would become part of the contents of the museum, and people could visit them, and artists could intervene during the process, and the whole process could become open for discussion to the groups that are already organized. And so we're now under step number 2 at this point. And your question is very important, because in a way, this way of doing, that has, again, a tradition in architecture, and there's experiences that we could recall, challenge the way building sites are legally organized. This capacity, which is a nightmare normally, this capacity of architectural design and action to challenge legality and make it evolve is something that, in my opinion, is very interesting. For instance, the whole thing about security. And you were mentioning risk as something that needs to be managed, and the precautionary principles and all these beautiful ideas that have to do with the fact that we cannot avoid risk. In a way, it's something that architecture can provide by rethinking the way it's processed, the way it's happening. For me, it's really exciting, because you see that then people become experts on architecture, and the whole discussion becomes much more exciting, and architecture becomes important for them and becomes important for the museum. And then artists bring other ideas that probably we had never thought of. And this situation in which architecture is seen as a conversation among many others, for me, it's something that I would perceive as more civilized in a way, more fun and exciting. Donc il s'agit d'autoriser, de faire émerger plutôt que de prescrire. La question de la prescription de la norme, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, extrêmement lourd aujourd'hui. La question aussi, d'un point de vue structurel, vous êtes beaucoup intervenu dans vos projets pour justement aller sur le terrain de l'ingénieur. Le premier projet, évidemment, c'est la BPO avec cette façade réalisée avec Pinterest, qui est une première en son genre. Peut-être que vous pouvez nous parler de comment on rentre sur ces terrains-là, comment on revendique cette... Eh bien, on analyse la réglementation et on essaie de trouver les failles. Alors, évidemment, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de failles et c'était pratique parce qu'on pouvait trouver tous les trous et se glisser dans les trous partout. Aujourd'hui, depuis, les pompiers, les gens de la réglementation ont appris à combler les failles et à les bloquer. Et donc, il y en a de moins en moins. Donc, en fait, le problème, c'est comment on va devoir pouvoir les réouvrir aujourd'hui. Et il y a un truc qui m'insupporte totalement dans le monde, et en France particulièrement, mais dans le monde en général, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Parce que le principe de précaution, il est même dans la Constitution en France. Or, le principe de précaution, il est défini de façon très précise, il est dit pour le définir qu'en fait, ce n'est pas le risque avéré, c'est si on envisage qu'il y a une potentialité de risque, il vaut mieux
ne pas le permettre. Ça veut dire qu'à la limite, on ne fait plus rien. On ne bouge plus. On reste sans rien faire. Parce que tout est risque. La vie, c'est prendre des risques. Vivre, c'est prendre des risques. Respirer tous les matins, c'est prendre des risques. Donc si on ne prend pas de risques, on ne vit plus. Et si en plus, on n'est pas capable de se tromper et d'accepter qu'on se trompe. Parce que se tromper, apprendre de ses erreurs et recommencer, c'est la meilleure leçon qu'on puisse avoir quand on est étudiant en architecture ou quand on est architecte. Et on a le droit de se tromper, parce qu'on est des humains et qu'on ne vit qu'une seule fois, donc il faut en profiter. Et donc, enfin, tout ça, ce sont des phrases que je dis tout le temps, mais je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, on est des intranquilles, des non-tranquilles. On est des gens qui ne sont jamais tranquilles et qui rendons le monde. On cherche à rendre le monde non tranquille, et c'est important. Parce que le monde tranquille, c'est ennuyeux comme pas possible. C'est pas la vie, c'est la mort. Et à partir du moment où on est vivant, on considère qu'on va inventer, qu'on va innover, qu'on veut produire quelque chose pour les autres, eh bien, on ne peut pas être tranquille. Parce que c'est super compliqué de produire quelque chose pour que les autres soient heureux. Et pas simplement vivre bien, aussi qu'ils soient heureux. Parce que c'est facile de faire un musée finalement. Parce qu'un musée, vous connaissez pas les gens qui vont le pratiquer, vous les rencontrez à la fin. Et faire un musée, c'est rencontrer des potentielles personnes, mais on ne les connaît pas. Travailler pour des gens, pour faire une maison, pour faire travailler sur le logement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça veut dire, quelque part, se poser la question de comment ils vont vivre. Qu'est-ce que ça veut dire la famille? Qu'est-ce que ça veut dire vivre à 2, vivre à 3, vivre avec les parents, avec les grands-parents, avec les enfants, puis changer et recommencer dans la vie, etc. Mais tout ça, ce sont des questions qui ne se posent plus du tout. Parce qu'on a réglementé et rendu avec des cadres, avec des grilles, avec des systèmes où le dernier immeuble de logement que j'ai fait, j'ai trouvé ça horrible, parce que jusqu'à la position du radiateur qui était positionné dans l'espace et que j'avais pas le droit de changer, alors que j'avais pas encore dessiné le bâtiment. Donc je trouvais ça abominable. Ça veut dire que quelque part, mais c'est horrible, ça veut dire que quelque part, on n'a plus notre capacité d'inventer, de proposer quelque chose pour les personnes qui vont vivre dedans. Et ça veut dire qu'on ne travaille plus dans l'architecture. Sauf que quand même, vous êtes confrontés l'un et l'autre à des programmes d'habitation. La House for Never Neverland à Ibiza, qui est quand même le lieu de l'hédonisme, du corps libéré, du corps désirant. Vous avez conçu une maison secondaire là-bas. Et vous avez eu la chance de vous frotter à Antilovag en rénovant une de ces maisons bulles à Théoul-sur-Mer. Antilovag, si vous avez en tête, c'est le palais bulle de Cardin. Peut-être que l'un et l'autre, vous pouvez nous parler de ces expériences-là précises sur ces logements hédonistes. Quand je suis rentrée dans la maison pour la première fois, j'ai dit à la propriétaire, je pense que cette maison, c'était 6 sex and drug. Et c'était ça. Avec la piscine. Et donc, c'était formidable. C'était la vie rêvée. Et donc, il fallait travailler là-dedans en se rappelant cette période du 6 sex and drug. C'est la couleur, c'est la courbe. Non, ça c'était le côté pop art, c'est le côté voilà. Mais c'était surtout la courbe, les bulles. Enfin, je pourrais vous raconter plein d'histoires qu'on m'a racontées par ce qui s'est passé dans cette maison, mais c'est hallucinant. Et je rêve qu'aujourd'hui, vous soyez capables de faire pareil. Et je pense que vous n'êtes pas capables de faire pareil. Et aujourd'hui, pour construire une maison hédoniste ou pour construire une maison bulle, eh bien, ça serait pas possible, parce que la réglementation vous l'interdirait. Parce qu'on vous dirait qu'il faut faire un toit, parce qu'il faut faire un mur, parce qu'il faut poser le mur à cet endroit-là par rapport à la rue. Et en fait, les pires ennemis des architectes sont les architectes. Parce que ce sont les architectes qui font les règles d'urbanisme dans les plans d'urbain. Et ce sont eux qui imaginent en extrapolant ce qu'eux aimeraient bien faire et qui parce qu'ils sont peut-être frustrés parce qu'ils ne font que le plan d'urbanisme, là je vais très loin, donnent des règles et disent à l'autre ce qu'il faut faire. Et du coup, l'autre, il est dans un carcan, il n'a pas le droit de bouger. C'est monstrueux, non? Ceci dit, à l'époque, les architectes des bulles ont eux aussi connu des déconvenues, puisqu'ils ont vu des permis de construire refusés. Enfin, c'est aussi l'histoire d'un... Oui, mais cette maison en particulier, puisque c'est la première, ils ont effectivement commencé à la construire sans permis de construire. Puis à un moment, il y a un architecte qui est arrivé, un architecte de la ville qui est arrivé pour leur dire mais il faut déposer un permis de construire. Ils ont envoyé 3 croquis. Évidemment, c'était pas du tout satisfaisant comme permis de construire. Et donc, ça a été refusé, mais ils ont continué à construire pendant ce temps-là. Puis après ça, ils ont dû refaire un permis de construire en redessinant des plans. Et puis à un endroit, ils ont été obligés de mettre des tuiles. Donc dans cette maison bulle, il y a un arrière de bulle où il y a un bout de mur avec un enduit et des tuiles au-dessus. Voilà. Ça, c'est la subversion
Lié à la réglementation. À Ibiza, on met des tuiles également ou pas de tuiles à Ibiza? No, we managed not to put tiles. Yeah, at that moment it was a very sweet moment because we could do whatever. The island was in a kind of moment still of certain freedom, and if you knew people from the town, they would tell you how to do things. Okay, you have to talk to this guy, and you will convince him, and then. So Ibiza still retains a little bit of that experimentation that made Europe 60s and 70s so exciting. And what That's is important 2009? The house? Yeah, the house was started in 2005, but then it was finished in 2009. It was a super long project. But what is very interesting to see is that Ibiza became this amazing place, and it was in part thanks to nightlife. And many things that have been explored in the construction of discos were very important to make it possible to do things. For instance, many of these ways of kind of moving around regulations were things that people working for the disco industry had developed. And for me, in a way, it's also another side of sexy and drugs that in a way also produce a way of dealing with architecture that is not only the design, but also the kind of the way of skipping rigorous judgment. And for me, it was very clear. At the same time, there was another aspect. The hedonism aspect of Ibiza, of this house, the Never Never Land house, had also to deal with the fact that that valley was very damaged by tourism and the valley where it's built. So we wanted the house to be, in a way, dealing with the kind of preservation of that environmental wealth, thinking that if we could do it, that would, in a way, show that there's nothing bad about hedonism, that it's not really, it's something that could be, that needs to be apolitical, but it also could be a way of dealing with environmental issues. And the fact, for instance, that hedonism brought optimism, capacity of reinvent ourselves, a will for experimentation, a capacity of seeing yourself in a different architectural setting and enjoying it, was also making possible to do environmental adjustments that could never be done in an architecture that is not making fun of itself, that is taking everything very seriously. So this flexibility and capacity that brought hedonism and nightlife, for me, was also very exciting to see that also could accommodate environmental issues, as in the past accommodated tolerance for many other things. And that is something that I loved about Ibiza, I love about the Bubble House, and also the way you do it, but also about nightlife and sex, drugs, and sea as a realm to deal politically with new issues. Mais qui donc se conjuguent très bien l'un et l'autre, les problèmes réels et puis la légèreté apparente de l'hédonisme. Il y a une installation que vous avez fait pour le MoMA PS1, Cosmo, qui est la parfaite synthèse des questions environnementales, politiques, carrément géopolitiques, qui sont liées à la dépollution de l'eau à Manhattan, à New York, et la fête, puisque c'est sur le toit du MoMA PS1. C'est en gros une installation qui permet de se rafraîchir et de danser toute la nuit, tout en prenant conscience, matériellement, plastiquement, esthétiquement, de ces questions absolument cruciales. Yeah, I mean, in the same way that you hate the precautionary principle, I hate greenness and and purity and this kind of new trend of thinking that to do something good to a city is basically to bring purity and turn it green. Because when you see in detail what it means, for instance, in a place like New York, it means that basically with the excuse of removing toxicity, there's this idea that you also remove people with low incomes, you reduce many activities, and you end up sanitizing the city and moving all those other things away to places like Susquehanna Valley, where the incinerators of the waste in New York are being replaced. When we did this project, Cosmo,
for us also, it was very important to see the tradition of parties as something much more sophisticated. And for instance, the fact that people take drugs or drink alcohol or whatever, it's also a way of dealing with the imperfection of daily life, assuming that also there's purity is not possible, and it's actually very important to develop a culture of toxicity, of experimentation, of new situations. And for me, that was the perfect environment to bring back the waste that had been removed from the city. And I believe that it's a political gesture also to bring back all those things that are removed from the city, bring back all sorts of people, bring back toxicity as something that we can deal with, and we cannot pretend that it disappears. We cannot pretend that we throw things to the waste bin, to the rubbish bin, and they disappear. They go somewhere. So it's better if we deal with them and culturally include that as part of our daily life. And that was the aim of this project. Like, we were thinking of doing a big mirror ball for parties, but one that would bring all those other things that have been removed from New York City. Et pour rebondir sur cette question de trouver finalement dans ce qui est là, dans toutes les imperfections de la ville, son impureté, il y a une une vidéo d'Ugo Lapietre qui est habiter, c'est être partout chez soi, à casa propre. Et on voit Ugo Lapietre se raser dans la vitrine, enfin le verre réfléchissant d'une vitrine. Et ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est que s'approprier le territoire, c'est récupérer les espaces disponibles et appliquer la créativité à ce territoire en y trouvant les potentiels et en trouvant dans ce territoire les paramètres qui caractérisent l'intervention de l'individu dans la définition de son environnement. La propriété, l'utilisation du terrain, l'exploitation des ressources naturelles, l'emploi des équipements fixes et mobiles, mais aussi les déchets, etc. Vous, à Rome, vous faites entrer l'espace public dans le musée en disant mais le musée certes, mais finalement ce qui importe c'est ces lieux de rencontre, ces lieux de l'imprévu, de l'improbable. La ville, elle est cette matière vivante, brute. Oui, parce que les musées sont toujours considérés comme des objets intouchables dans lesquels on ouvre la porte et on regarde et on est fasciné. Alors que moi, j'aime que le musée, j'ai eu une réaction un jour très très forte quand j'ai visité la Tête Moderne, une exposition, et où j'étais en train de regarder des expositions, puis je parlais avec des amis, et j'étais en train de parler, et tout d'un coup, quelqu'un m'a dit « Chut !» Et j'ai fait « Attendez, excusez-moi, je ne suis pas dans une église, je suis dans un musée, j'ai le droit de parler. » Et ça m'a insupporté. Et je me suis dit « Mais c'est pas possible, un musée, c'est un endroit dans lequel on interagit, dans lequel on se promène, dans lequel on peut aller voir les œuvres, on les regarde de la façon dont on veut, on peut même s'allonger par terre si on veut. Enfin, c'est un endroit pour le public, enfin c'est pour eux, c'est pas fait uniquement pour la contemplation silencieuse de l'œuvre d'art magnifique et surtout pas du bâtiment magnifique. Donc c'est pour ça que à partir du moment où j'avais vu que dans le quartier où j'étais, il n'y avait pas de place comme à Rome habituellement, par la superposition de l'idée de faire un toit habité et de regarder comment les hauteurs d'entrée pouvaient se gérer. En fait, l'idée était de fabriquer une place publique et de faire en sorte que la partie supérieure soit une place publique dans laquelle on puisse aller sans entrer dans le musée, et que le foyer en bas soit aussi un espace public intérieur dans lequel on pouvait rentrer. Et j'ai bataillé à l'époque avec la ville en leur disant mais il ne faut pas mettre de ticket à l'entrée de cet espace, on met le ticket simplement à l'endroit où on entre dans les salles d'exposition si vous voulez vraiment faire payer les gens. Et finalement, c'est à peu près ça qu'il y avait au début, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais c'était de dire que le musée, c'est un endroit où on vient pour rencontrer ses amis, où on vient pour aller rencontrer les gens, pour discuter avec eux. C'est pas un endroit, c'est pas une église. Donc ça se joue aussi une négociation avec les entités publiques sur où s'arrête. Vous parlez du traitement du sol, oui. C'est fondamental. Oui, le sol de la rue rentre dans le bâtiment, puisque c'est la pierre qu'on a utilisée pour les deux surfaces, le foyer à l'intérieur et l'espace au-dessus, c'est la pierre du basalte des trottoirs. Donc on a continué le trottoir à l'intérieur. Oui. Et c'est accepté aussi. Je vous montre juste cette image, alors qui est connue, extrêmement connue, vue et revue, mais qui est de Peter Cook, Archigram, cette plugin city, c'est cette idée de la ville qui accommode l'autodétermination finalement des individus, l'imprévisibilité, et qui est une ville qui finalement s'agrège, qui se compose du local vers le global, qui se compose de façon émergente, qui se compose justement à travers ces négociations, ces conflits,
Oui, mais je pense que d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça va devenir l'urbanisme dans le futur. Je m'interroge en ce moment sur ce que va être l'urbanisme, parce que à quoi ça sert de faire des plans d'urbain, à quoi ça sert de faire des cartes de ville lorsqu'on a des GPS? Parce qu'avec le GPS, vous pouvez retrouver votre chemin, votre possibilité d'aller quelque part, sans avoir besoin de connaître le plan ni la rue, ni d'avoir des rues, des boulevards, des choses comme ça. À quoi ça sert? Donc pourquoi on ne pourrait pas imaginer que dans le futur, les villes sont faites par rapport à des parcours de GPS ou par rapport à la façon dont on va pouvoir juste se repérer dans l'espace grâce au GPS? Puisque à quoi ça sert de faire un plan? On s'arrache définitivement à la normativité du plan. Ben oui. Well, we did a research now on Grindr. We've been working on with Grindr for 2 years now. And it was very exciting, precisely what you say. Like, people are using these apps to hook up apps in a way that totally reprograms the shape of the cities. And we found amazing stories, like things like, for instance, refugees coming from Syria are using Grindr to find their way around, which means that immediately they can leave their, the places like the refugees, and they can meet others, and they can, through sex, they basically end up having a very natural transition to becoming part of the societies they are crossing by. And at the same time, it's also true that, for instance, Egyptian police or Saudi Arabian police is using Grindr to track people, to detain gay people, and they actually pretend they are Grindr users, and with three accounts, they can, through GPS, basically, and satellite, find the exact location of someone, and they detain it. So, in a way, I totally agree, and I believe that also our politics are happening through these new urbanisms. So I believe that there's also a challenge for us as architects to work with these things. Also, I believe that there's something very interesting. Like in the past, when people were kind of speculating on what would be the implication for cities of digital interaction, many people would think that location was no longer important. It ended up being not the case. Actually, location is super important. So we basically want to find things very close where we are. And we start to construct our daily urbanism by proximity. So there's a number of challenges that I believe that we have to deal with. And I find very exciting that as a result of all these things, new friendships and love and sex among strangers is emerging. So I could say that it's also new forms of citizenship, what is kind of outcoming from this digital interaction. And I agree that it's an exciting moment to think of. Yeah. Et si on veut être totalement subversif ou résistant ou détourner les choses, en fait, l'idée serait de comment penser la ville pour ne pas être détecté par le GPS. Et ça, c'est un vrai sujet. Par le GPS et par toute autre forme d'analyse. Là, c'est la seule incartade. Il y a eu le référendum sur la loi électorale en Italie l'année dernière, et ça, c'est le plan des résultats bloc par bloc à Turin. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette... Alors, on a parlé justement de subversion, de s'extraire de la normativité, que ça soit celui du plan, de la coupe, de la norme, du public, etc. Et là, on arrive finalement à une forme... pas tant de contrôle que de connaissance absolue, de singularisation absolue, d'atomisation de la société, où finalement l'individu, que ça soit à travers Google, la publicité indexée, etc., finalement devient presque un produit ou un agent, quelque chose de à la fois neutre et d'agissant dans un système qui est finalement un système aussi technocapitaliste. Comment on s'arrache à ça? Oui, mais en même temps, c'est aux citoyens de prendre en main les outils. C'est-à-dire qu'en fait, à San Francisco, par exemple, il y a dans les arrêts de bus, à certains endroits, comment ça s'appelle ça, les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs où vous mettez votre téléphone pour charger. Non, pas pour charger, pour prendre des informations sur votre téléphone. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle moi. Et donc, à partir de ça, la ville vous pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez dans ce quartier-là. Dites-moi ce que vous voulez ici, autour de vous. Qu'est-ce que vous avez? Et les gens répondent. Donc, quelque part, la ville devient participative d'une autre façon aussi.
Mais donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer partout, et c'est vraiment important pour savoir comment penser la ville demain. Parce que la ville avec les rues, les avenues, les boulevards, les monuments dans l'axe et tout ça, c'est plus le sujet. Et je crois qu'aujourd'hui que la ville en 3D est beaucoup plus intéressante. Ça veut dire que quelque part l'adresse, elle est où, elle est à quel niveau, elle est dans quel endroit. On n'est pas encore totalement dans le 5e élément, mais ça va pas tarder. Et mais à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir comment un individu se repère dans son quartier, existe par rapport aux autres, et comment il va accepter la domination du système sur lui ou pas, et comment il va décider de s'en affranchir ou pas. Et je crois que tant que quand on fait de l'architecture, quand on se pose pas ces questions-là, on se pose pas ces questions de comment re-questionner, comment résister, comment être subversif, comment vraiment détourner les choses. En fait, qu'on n'est que juste des petits soldats en armée, en rang d'oignon, et on ne fait que répondre au grand capital, si on veut parler comme ça. C'est pas le sujet. Mais on fait juste que répondre, et on se rend même pas compte qu'on est complètement assujetti, et que c'est surtout pas ça qu'il faut être, parce que c'est tellement plus fantastique que ça, l'architecture. I think this is a very important point. I think we arrived at a very important point, in my opinion, that is the fact that architecture has got this urban tradition, which means not necessarily that we work in cities, but that we gain some independence and we somehow protect the space of the commons and the space of politics. And for me, this is very important. Like, if we discuss European architecture, also, this is very clear. Like, architecture is not just serving powers of clients, let's say, but also taking care of the space of politics, the networks of interactions where politics are happening, and dealing with them in a way that we could introduce democracy, transparency, many of these values, respect for minorities, many of these values that in a way Europe treasures in its tradition, even though of course Europe has got also a bad reputation in destroying it. But and for me, when we were, for instance, we did this project for the Venice Biennial, you were mentioning it was a research on how Berlusconi became powerful. How did it happen that he was so powerful? Because he was not that rich initially. He was not that convincing. His ideas were really not that exciting. How he became that powerful? And we saw that architecture was playing a key role, that before he was a politician, he was an architectural developer, and that he invented the kind of architecture that was transmedia. They would call it polyedric. So they were coupling the development of TV shows with the apartments that they were designing, so they could control totally people's life. And I believe that that is something that architects left behind. We left behind a little bit, like this possibility of architecture to expand and to connect the online interaction with the offline one, the media action with that of the space that is constructed. And I think one of the challenges, and I totally agree with this importance of GPS, and it's for architecture to retake that territory, for architecture to think that that's a space for us to speculate, and that we probably can do many things to bring in those transmedia environments the guarantees that as a discipline, as a field, we treasure those of democracy, public space, transparency, inclusion, respect for minorities. Like it was like squares were invented at one point, like social housing was invented at that point as an architectural invention. And I believe that now we have to invent transmedia urbanisms that somehow could bring the kind of values and capacities that our discipline treasures to these realms, and not let Apple and corporative single actors to deal with it. Et vous avez parlé de l'Europe, sujet brûlant s'il en est. Vous êtes deux figures qui sont l'exemple même de ce qu'est le monde aujourd'hui, ouvert. Vous êtes basé en France, mais vous avez tout de suite une reconnaissance internationale, très vite nommé dans différents pays, une très forte connexion aussi avec Londres, avec la A. De votre côté, vous êtes madrilène, mais vous exercez aussi aux États-Unis. Donc il y a cet espace ouvert. C'est presque plus une question, et pourtant ça semble l'être encore,
Comment vous voyez ces connexions se fabriquer? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un débat européen, une scène européenne, une question européenne très forte? Les questions qu'on aborde ce soir, est-ce qu'elles sont ancrées ici? Est-ce que vous les retrouvez ailleurs ou... Non, on les retrouve partout, ces questions-là, aujourd'hui. Et je pense que l'Europe est en train de perdre beaucoup par rapport justement à l'architecture et à la capacité de produire et d'inventer, d'innover. Et c'est dommage, parce que elle n'en perd pas seulement sur la question du politique, mais on perd aussi sur le champ de l'architecture. Et qu'aujourd'hui, la liberté, elle est ailleurs. Et c'est dommage, enfin, c'est formidable de la découvrir ailleurs, mais elle est ailleurs. Mais en même temps, moi qui suis plus âgée que toi, j'ai grandi dans un monde où les frontières tombaient, le monde s'ouvrait, le globe devenait de plus en plus grand, au fur et à mesure que je grandissais. Et depuis aujourd'hui, le début des années 2000, le monde se rétrécit. Et cette restriction, ce rétrécissement du monde est problématique. Parce qu'il est aussi problématique pour l'architecture, il est pas seulement problématique pour le droit des humains, parce que le droit des humains c'est fondamental, mais c'est vraiment crucial. Le droit des femmes, le droit des humains, mais aussi pour l'architecture. Et il est fondamental que les architectes, que les gens de l'architecture, parce que je ne veux pas parler des architectes, que les personnes qui pensent dans l'architecture se réveillent et qu'elles se disent qu'elles ont à agir, qu'elles ont la possibilité de comprendre comment on peut réouvrir les frontières, comment on peut... Le mouvement, j'ai trouvé formidable, le mouvement qui s'est créé aux États-Unis, où tout le monde a commencé, on ne veut pas des murs, mais on veut des ponts. Et donc commencer à dessiner des ponts plutôt que des murs. À partir du moment où Trump voulait construire son mur, il veut toujours le construire. Et donc commencer à penser que finalement, c'est un geste architectural que de construire un pont. C'est un geste architectural que lancer quelque chose vers quelqu'un de l'autre côté, plutôt que de fabriquer une barrière. Et puis après, on peut se poser la question de c'est quoi le sens du mur. Parce que je me souviens qu'en 2006 ou 2007, je ne sais plus, quand j'avais été faire un workshop à Sayark, à l'époque, ils étaient en train de construire le mur du côté de Tijuana et de la frontière mexicaine. Et j'avais donné comme sujet le mur, justement, à l'école, à mes étudiants du workshop. Et je leur avais demandé de construire un mur au travers de l'école. Et de définir, donc, quelles étaient les communautés dans l'école qu'il fallait séparer. Quels étaient les individus, quels étaient les ateliers qu'il fallait séparer. Où étaient les différents espaces, comment il fallait les couper, puisqu'il fallait fabriquer un mur. Et ça les perturbait terriblement. Parce que fabriquer un mur dans sein d'une communauté de 500 étudiants, c'était problématique. Donc à la fin, comme j'ai vu qu'ils résistaient, qu'ils n'y arrivaient pas, on a lancé le Black Friday, qui était le dernier jour du workshop, et on a demandé à tous les étudiants de l'école d'arriver habillés en noir. Difficile aussi à Los Angeles de trouver des gens qui s'habillent en noir, mais c'est pas grave. On a réussi. Et on leur a demandé, on a décidé de fabriquer un mur avec le corps de tous les étudiants. Et donc on leur a demandé de s'aligner dans toute l'école, tous ceux qui étaient là, habillés en noir, ils étaient nombreux. Et on les a fait se déplacer petit à petit dans l'école en expliquant que de part et d'autre, ils ne pouvaient pas se parler. Et de part et d'autre, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Et qu'ils ne pouvaient même plus travailler ensemble. Et je vous assure que ça a fait un gros bordel dans l'école. Mais c'était bien parce que justement, ça questionnait cette idée du mur et cette idée de c'est quoi fabriquer quelque chose qui vous sépare. Et comment on peut ne plus vivre avec les autres. Et là, l'enseignement est fondamental. Non, mais cette idée de transmettre et d'éveiller des individus plutôt que de passer un métier, reproduire le même. Quel métier vous parlez? Le métier des professionnels de la profession. Ne m'intéresse pas ce genre-là. Non, mais je dis que donc l'enseignement tel que vous le concevez, il se situe là. Il se situe dans la transmission d'une culture, l'éveil d'individus. Absolument. Des étudiants en architecture sont des individus qui, quand ils arrivent dans une école, ne savent pas où ils vont, ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ne savent même pas quelquefois ce que c'est que l'architecture. Et donc l'objectif est qu'à la sortie des écoles, ils se soient un peu reconnus eux-mêmes, ils aient compris qui ils étaient, et ils aient peut-être décidé de quelle vie ils allaient vivre. Et pas plus que ça. Et avec ce programme déjà. C'est un sacré programme. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, l'enseignement, il est fait pour des numéros. Vous n'êtes pas, s'il y a quelques étudiants ici, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des numéros dans une grille, dans un cadre universitaire, dans lequel on vous fait rentrer et auquel on attribue des notes, en fonction de ce que vous faites, éventuellement, ou pas.
Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, l'important, c'est vous. L'enseignement, c'est vous. L'école, elle est faite pour les étudiants et pas pour les enseignants. Elle est faite pour les étudiants et pas pour l'administration. Elle est faite pour les étudiants et pas pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'est l'individu qui est au cœur du système éducatif et que cet étudiant, il doit se construire lui-même. Il doit apprendre à se construire et on doit l'aider à se construire. Et en se construisant, il décide de sa vie et de ce qu'il va faire avec l'architecture. And also, I believe that, I mean, in the way I love pedagogy is when everyone's at the same situation, in a way, teachers and students. What I try to do when I teach is to ask a question or to find a question that is bigger than all of us. It's a question that is kind of impossible. So the process of learning, in a way, it's something that happens simultaneously for everyone in the room. And what I've seen is that this learning architecture, being educated in architecture, could be a process of empowering, of self-empowering, through architectural techniques. For instance, the last seminar and studio I taught was on fracking. This practice, probably you're all familiar with, of kind of injecting things in the ground very low and actually exploiting the tiny layers of stone and liberating gas that could be, and that damages the whole environment, that pollutes the water. But it's a huge reality in many places, and in the US it's huge, in Texas, but also in Pennsylvania. And so we were thinking of what could be an architecture that could provide an alternative and could stop this. And it's, of course, a question that is much bigger than anyone there in the room. But by going through that, there's a need to discover that architecture is already there, that there are ethics within architectural practices, that there's a need of thinking of scales, that there were architecture that were before thinking of scales, and that there's a need to convince others, so we need to provide evidences. And what I love about working, teaching, let's say, is that in that process you gain kind of the energy of the whole group, learning together and producing something that at the end can be shown and that everyone's kind of grown through that process. I believe that that is also what architecture does. So I don't see any fundamental difference between the work within the office and the work I do teaching, because I believe that architecture is about bringing together forces in dealing with things that are uncertain, and that, of course, we're dealing with risk and we will fail. But by addressing them, we get empowered as societies, and we end up changing things and managing things, reinventing them and resetting them in different ways. Et donc peut-être on va aller vers la conclusion de cette discussion, mais ce que vous racontez l'un et l'autre, c'est une recherche permanente. Est-ce qu'il faut l'appeler expérimentation, je ne sais pas, mais quand même cette redéfinition des outils, des procédures, et puis ce moment quand même de matérialisation. On a dit pas d'objet, la question de l'objet est largement dépassée, mais malgré tout, ce que vous présentez l'un et l'autre sur cette structure du half-pipe, ce sont des objets, des petits objets, des objets conceptuels, des objets qui ont une matérialité critique, des objets qui sont des objets de débat au sein de l'agence, qui sont réassemblés, désassemblés, qui provoquent la discussion. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous parler justement de comment cette recherche sur des questions juridiques, environnementales, urbaines, mais aussi plastiques, mais aussi spatiales, elle se matérialise dans les petits objets que vous présentez, qui sont des maquettes, des pures recherches, des... Non, c'est des maquettes de démarrage de projet. Mais hélas, on en fait de moins en moins à l'agence, parce que ceux de l'agence aujourd'hui savent de moins en moins se couper les doigts avec les maquettes. C'est dommage. Mais j'aimerais bien qu'on recommence à se couper les doigts un peu à l'agence. Parce qu'avec les machines qu'on a, c'est trop facile aujourd'hui. Mais en fait, la question de la recherche avec la main, parce que c'est ça la question, elle est vraiment importante, elle est vraiment fondamentale. Parce que c'est aussi une chose que je dis assez souvent, c'est que le chemin entre la main et le cerveau est suffisamment long pour qu'entre-temps on puisse penser. Alors que le chemin entre l'écran, les yeux et le cerveau, il est trop court. Et on ne pense plus. Donc, parce que c'est tout direct.
Et puis en plus, dessiner avec la machine, faire un rond avec un ordinateur, vous devez définir le rayon, il est précis, il n'y a pas de possibilité autre. Alors que si vous dessinez un rond avec la main, vous tournez autour et en même temps vous pensez. Puis au moment, ça devient autre chose. Et c'est ça qui est formidable. Donc en fait, il faut en permanence continuer à penser avec la main. Et la maquette, elle sert à ça aussi. C'est chercher avec la main, en manipulant des choses. Et parfois, entre la maquette du début et le résultat final, c'est pas la même chose. Mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le chemin heuristique, on pourrait dire, qui s'est produit en cours de route, l'aventure, comme je dis tout le temps, qui va vers quelque part, dont on sait plus ou moins où on va. Enfin, généralement, il n'y a que moi qui sais à peu près, et encore pas toujours. Et donc, ils partent un peu à l'aveugle, pas toujours, parce qu'ils ne veulent pas, ils résistent. Mais en même temps, c'est important. Et au fur et à mesure, on trouve les choses. Et est-ce que c'est cette recherche... C'est ça la recherche en architecture. Et ça empêche l'idée de se fixer trop rapidement? Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas d'idéologie, pas de doctrine pour ça. Bien sûr. Peut-être que vous pourriez également... Yeah, I mean, in a similar way, the models we decided to present 3 models because we normally do these models that you will see that they have many things in it as kind of literally a place for conversation. So we, like in my office, there's now in Madrid, there's like 10 people, and we normally move around the model and make changes. And also, we want to bring all the realities we have in mind and that we want to deal with in the model. So if we are dealing with water, we want the model to have the water there, and so we can. And I thought it was we think of them more like parliaments, like we bring all the voices there, and then we try to see what's the way that they could be assembled together. So we decided when we were discussing how to deal with this challenge of the half-pipe, we thought it was, sorry, like this. It was very good to maybe show these models in a way like transparently showing what is the device in which we discuss the projects, and then there would be other materials. So that's the way we work with them. Ce que ça montre également, votre confrontation là, ce sont 2 identités, 2 esthétiques presque, si on peut utiliser ce mot, 2 façons de communiquer les idées, qui passent aussi finalement par, d'un côté, une esthétique plus pop, plus faussement légère, de l'autre, une esthétique plus intense, le noir que vous revendiquez comme non pas une signature, mais un lieu permanent d'investigation. Alors je voulais peut-être, pour finir, vous questionner là-dessus, sur finalement comment on constitue une identité. Alors je passe, rassurez-vous, je voulais plutôt vous montrer cette couleur absolue dans laquelle on rentre chez Arata Isozaki, où la couleur devient la lumière et devient l'espace. Et de l'autre côté, je me suis permis cet écart par Almodovar, où il me semblait que dans ce cinéma qui traite de questions ô combien subversives et ô combien intimes et importantes, la couleur, le pop, l'esthétique, là aussi faussement delurée, est là pour faire passer la pilule d'une certaine façon. Et que l'un et l'autre, avec cette recherche plastique aussi, esthétique que vous avez, que vous menez, que vous développez depuis des années, il y a une façon de communiquer aussi, et l'architecture est aussi ça. Peut-être qu'on peut vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Raquel, pour Andrés Raquel, pour finir. Yeah, totally, totally. I mean, I see identity as something very performative. I could think of identity more as something in transition and performed, rather than something that comes from your essence. And for me, I mean, I don't have an intention of doing things in a particular way, but by the way we work, we end up having these kind of colors or these kind of things. But it always plays some roles. Like, for instance, it brings the capacity to connect things to other ideas or to other contexts, and in our case, that is the way it works. But it doesn't mean that that is what I personally I'm inclined on or whatever. I totally love, for instance, the aesthetic of your work, and I'm totally moved by it.
as I'm moved by many other things. But it's true that by the way we work, we end up doing things like this. Maybe it's also the influence of the atmosphere of the Movida as well. That was when I was very young, like a kid. It was the environment in which you would grow up if you were kind of sensitive and kind of interested on what was going on the world. You could see the world through things like Almodóvar. So maybe that's also behind it. Non, parce que les couleurs utilisées dans les maquettes sont formidables. Enfin, j'adore ces petites couleurs, ces couleurs qui sont vraiment totalement comme des bonbons, et en même temps, ce sont des bonbons dangereux, vénéneux. Et je pense que, en fait, tout le monde me voit dans le noir, mais j'ai toujours utilisé la couleur. Oui, à Rennes, à Nantes, pour bien avant, même dans les maquettes, enfin, toujours. Donc, en fait, c'est juste un cliché qu'on m'a mis parce que j'ai bien noir et que je suis tombée dans le noir. Vous le revendiquez, mais en même temps, quand même. Non, je le revendique complètement, bien sûr. Mais parce que c'est une façon de... Parce que le noir, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus radical et ça questionne tout le temps les gens, tout le monde. Et dans toutes les conférences que je fais, on me pose toujours à la fin, les gens dans l'audience me posent toujours la question, et pourquoi le noir? Et je réponds, parce que le noir. Et c'est tout. Et d'ailleurs, alors peut-être qu'on peut ouvrir aux questions. Moi, je voudrais dire une chose. Ah, bien sûr. Puisqu'en fait, finalement, on a eu un blind date aujourd'hui, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. Donc, je voudrais te dire que je t'aime. So do That's I. a match. Love you too. On parlait de Grindr. Voilà, on continue sur l'amour électronique. Est-ce qu'il y a des questions? Il devrait y en avoir plein. Bonjour. La question que je vais vous poser, c'était justement dans cette idée de changement qui s'est opéré depuis les années 80. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a cette relation avec les maîtres d'ouvrage qui a aussi énormément changé, qui aussi nous empêche des fois de prendre certains risques en architecture à cause justement à cause d'une certaine rentabilité, d'une certaine volonté d'être... Parce que tout simplement le maître d'ouvrage a envie d'être sûr de vendre ou de plaire, donc il a peut-être peur de prendre les risques qu'on pouvait prendre un peu avant. Ce rapport justement au maître d'ouvrage et à cette neutralité, on va dire architecturale, qu'on veut justement nous faire pour être sûr de plaire. Personne ne veut nous faire quelque chose. Il n'y a que ce qu'on accepte de faire dans ce qu'on nous demande. C'est pas tout à fait pareil. Et je pense que un maître d'ouvrage, ça s'éduque. Il faut faire de la pédagogie. Il ne faut pas lui parler d'architecture. L'architecture, il ne sait pas ce que c'est. Il faut lui parler dans sa langue. Il faut se mettre de son côté pour parler avec lui et pas en face. Parce qu'autrement, on n'aboutit à rien. Mais je pense qu'avec tout maître d'ouvrage, tout client, parce que finalement ce sont des clients, on est capable de trouver des endroits où on peut avoir un espace de liberté. Mais il faut chercher, il faut se questionner, il faut se battre. Il faut se battre et se rebattre jusqu'à ce que ça marche. Et jamais lâcher. Vous savez, je dis parfois à ceux qui travaillent à l'agence, il y en a beaucoup ici, c'est que, en fait, les chiens, quand on leur donne un os, c'est très difficile de le reprendre. Ben, il faut faire pareil. Yeah, I totally agree. It's Un grand amour. Hein. C'est terrible. Yeah. It's also true that's happening to architecture, also through real estate. Like the real estate value, it's became almost the single value for architecture. And I believe this is a problem that we need to address. Like there's many other values, and the value, for instance, of cultural excitement, the capacity of reinventing societies, the possibility of introducing alternative are other values that we need to find a way to measure and to kind of introduce in the criticism in the ordinary criticism of buildings. So I believe that there's much to do, because in a way in the past, for instance, there could be a value in the way an apartment was singular. But nowadays, for instance, to Airbnb,
people are trying to find the exact apartment that they had at home in the place where they go. Similarly light, similarly wide, similarly kind of empty. And in a way, I think that that's a challenge for us now. How do we create an atmosphere, situation in which is not only the real estate value, the one that is perceived and taken into account? Yeah. Et je pense qu'en plus, on a de la chance. Parce que les développeurs, enfin les promoteurs, il y a une chose qu'ils ont commencé à comprendre, c'est que s'ils ne se distinguaient pas, ils ne le vendaient pas. Donc ils ont besoin aussi de distinction. Et ils ont besoin aussi de singularité. Et donc à nous de les aider à avoir de la singularité. Parce que par chance, le grand public veut aussi se distinguer, veut aussi avoir d'autres choses. Parce que quand ils vendent à une entreprise, quand ils vendent à des individus, mais les gens veulent des choses différentes. Mais c'est vrai que l'histoire de Airbnb, c'est très important. Parce qu'Airbnb, c'est une contamination du monde. Non pas par rapport à la fait de louer les appartements, c'est pas le sujet. C'est l'esthétique Airbnb qui est une contamination. Parce que vous pouvez regarder sur les sites d'Airbnb, les appartements sont partout les mêmes et deviennent une espèce de standard d'appartements. Alors, quand on commence à les voir au début, on est content parce qu'on se dit, tiens, tout d'un coup de la modernité, dans un environnement qui était un peu pauvre auparavant. Mais petit à petit, on finit par se rendre compte que c'est toujours les mêmes et que c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est dangereux et c'est un peu problématique. Mais en même temps, ça a beaucoup de bienfaits, parfois. Parce que quand on va en Inde, par exemple, quand j'étais à Calcutta au mois de novembre, on m'a expliqué que grâce à Airbnb, comme tout le monde dans la vieille ville, ce qu'ils appellent la Black City, parce qu'à Calcutta, il y a une Black City qui était l'endroit où il y avait les gens les plus pauvres et l'ancienne ville de belle qualité qui a été dans lesquelles un certain nombre de personnes sont restées, dont la ville s'est moins occupée que dans les parties tenues par les Anglais. Et donc petit à petit, alors que c'est des super palais, ça s'est dégradé complètement. Et en fait, grâce à Airbnb, comme les gens veulent louer leur maison, veulent louer leur palais, ils les rénovent. Et donc, quelque part, c'est un bienfait aussi pour les villes, quelquefois, Airbnb. C'est étrange, hein? D'autres questions? Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que c'est des choses, c'est des discours qu'on aimerait pouvoir entendre plus souvent dans les écoles d'architecture. Des discours... et du coup, je voulais savoir si c'était possible de revenir sur ce côté éphémère de l'architecture, où vous dites que l'architecture, c'est pas fait pour durer, alors que pourtant on nous apprend justement à dessiner des villes pour demain, à dessiner des nouvelles solutions, à dessiner des choses adaptées pour des nouvelles technologies, justement pour des nouvelles choses qui se développent, comme les livreurs en vélo ou des nouveaux abribus, des choses adaptées à nos vies quotidiennes qui font que pourquoi ce seraient des choses qui ne devraient pas durer. Vous avez quel âge? 23 ans. Ok. Donc quand vous êtes né, c'était au début des années 80... Non, à la fin des années 90. 93, ouais. Au milieu des années 90. Donc à cette époque-là, le téléphone commençait. Les ordinateurs, tout le monde ne les utilisait pas. Et le low cost en avion n'existait pas. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est totalement normal tout ce que je viens de vous dire, hein. Avoir ça, le téléphone normal, vous l'avez même quand vous êtes enfant. L'ordinateur, vous ne pouvez pas même plus vous en passer, enfin le monde numérique et digital. Et utiliser les transports low cost, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans, 23 ans, le monde a complètement changé. Et si on le prend sur une durée un tout petit peu plus longue, ça change de plus en plus vite. C'est-à-dire par rapport à si on se réfère à quand moi je suis né, c'est carrément un autre monde dans lequel on vit. Et demain, les nouvelles générations vivront encore dans un autre monde. Donc cette accélération fait que l'architecture a la nécessité d'être temporaire. Parce que c'est de moins...
On ne peut pas figer l'architecture à des façons d'usage, à des usages d'aujourd'hui, qui sont parfois des usages d'hier, alors qu'en fait, c'est fait pour demain. Et que ça va durer un certain temps, mais ça va devenir obsolète. Et c'est pour ça que même les systèmes constructifs doivent changer. Parce que si on continue à construire des immeubles avec des parois en béton, eh bien, on ne pourra jamais les faire évoluer, donc ça ne sert à rien. Donc c'est du gaspillage. Si on pense la ville comme étant une superposition avec des plans, avec des tracés pour les voitures, etc., alors que de plus en plus, il paraît qu'il faut rouler en vélo, ce que je ne veux pas faire, mais ce n'est pas grave, parce que je suis de la vieille génération, tant mieux, j'ai le droit. Donc si on est tous à vivre en vélo, ça veut dire que l'échelle de la ville doit changer. Parce que le trajet qu'on peut faire à vélo tous les jours, tous les matins, pour aller travailler ou le soir pour rentrer, il n'est pas la même distance que ce qu'on peut faire avec une voiture. La voiture, donc elle ne bougera plus. Il y aura toujours la voiture, ça ne va pas bouger. J'en sais rien. Il y a des gens qui prédisent que non. Il y a des gens qui prédisent que non. Non, mais je pose des questions par rapport à des choses qui sont en train de bouger actuellement. Et puis par rapport à l'histoire du GPS dont je parlais, par rapport aux différentes applications, comme Andrés parlait par rapport à Grindr, des choses comme ça. Enfin, par la façon dont vous vivez, demain, on vivra différemment. Et on continuera à vivre différemment. Et donc, votre boulot à vous, parce que vous êtes étudiante, c'est de l'inventer. Parce que moi, je ne sais pas. Vous êtes dedans. Et en plus de ça, vous êtes étudiante au début du XXIe siècle, ce qui est formidable. Moi, je suis quelqu'un du XXe siècle, je suis une vieille. Lui, presque, encore. Il est un peu. Et donc, vous avez un devoir, c'est d'inventer le XXIe siècle. Et c'est formidable, c'est votre siècle. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous, les étudiants d'aujourd'hui, vous avez un siècle devant vous, c'est votre siècle. Donc pourquoi vous référez à des choses du XXe siècle? Quand on était au XXe siècle, on ne regardait pas trop le XIXe siècle. Parce qu'avant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de choses comme ça. On était encore avec les chevaux. Donc, quand on est passé dans le XXIe siècle, on est passé dans autre chose. Donc, si vous êtes bien attentif à ce qui se passe autour de vous, si vous regardez toutes les transformations dans toutes les disciplines, dans tous les champs qui travaillent avec l'humain, que ce soit la médecine, la biologie, l'astrophysique, la physique, la matière, les déplacements, la communication, eh bien, vous commencez à avoir une vision, à vous d'avoir une vision pour le XXIe siècle. Et ça, c'est votre boulot. Après, on a un académisme en école d'architecture qui est quand même très très fort. Enfin, je sais que dans votre école, je sais que c'est pour ça que vous avez ouvert votre école aussi, pour casser ça, mais après, on a cet enseignement aussi qui est... Mais bougez-vous, bordel, pardon, bougez-vous les fesses. Mais il faut dire ça aux enseignants. Mais faites-le vous. Oui. Faites bouger les choses. Vous croyez que les gens de ma génération, ils ont attendu que les profs bougent pour faire bouger les choses? On se prend en main et on y va, et on fait bouger les choses, et on fait bouger le système. C'est à vous de le faire bouger. Non? Il ne faut pas rester passif comme ça. C'est désespérant. Bien sûr. Il ne faut pas supporter les choses que vous ne supportez pas. Faites-les bouger. On est rapidement contraint par cet enseignement très rigoureux. Refusez-le. On ouvre la porte. Dites comme non. Ça. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Sortez de l'école, allez faire des ateliers dehors. J'ai cherché à faire ça en Colombie toute la semaine dernière, à leur dire bougez-les, sortez les écoles, parce que c'est la seule chose à faire. Quand le système est trop fermé, explosez-le. Enfin, faites-le. Vous ne pouvez pas le changer de l'intérieur, ça ne bougera pas. C'est trop rigide. Ben, sortez. Décidez de faire quelque chose dehors. Et obligez vos profs à venir avec vous. Et vous verrez qu'il y en aura quelques-uns qui seront d'accord. Comment vous croyez que SAIAC s'est construit, s'est créé en 1972? Ils en avaient marre de USC à Los Angeles. Un groupe de profs, un groupe d'élèves. Et bien, ils sont sortis, ils sont partis sur la plage, ils ont monté l'école. Ben voilà. Ben, en quelque sorte, c'est un peu ce que je fais aussi. Mais il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et vous pouvez le faire. Si vous le voulez, vous pouvez. Si vous attendez que les autres vous le fassent, vous n'aurez jamais rien. Merci. Bonsoir. Je poursuis un peu sur le sujet introduit par Laure.
je me questionne et je me demande si la rébellion aujourd'hui, la transgression, quand on a face à nous toutes ces réglementations qui nous obligent... On vous entend très mal. Quand on a face à nous toutes ces réglementations qui nous obligent à faire beaucoup de compromis, presque à se compromettre pour construire, est-ce que ce serait pas le retour aux recherches théoriques qui étaient présentées la mouvance d'Archigramme et de ces architectes qui ont proposé, qui ont refusé de construire, mais qui proposaient des recherches théoriques? Juste, pardon, pour rectifier, ces architectes n'ont jamais refusé de construire, et au contraire, on a montré Claude Parent. Claude Parent revendiquait l'utopie comme un travail quotidien salutaire, en parallèle d'une pratique. Je parle d'Archigramme. Mais Peter Cook a construit. Ils construisent, ils enseignent, c'est une vision. J'ai volontairement montré pour justement accentuer le fait qu'on a deux figures qui revendiquent elles-mêmes cette diversité des moyens et cet élargissement du champ. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit de confiner l'architecture à une douce rêverie qui se permettrait d'être contestataire parce qu'elle a lieu dans les galeries. Je ne parle pas de douce rêverie. Moi, je trouve que c'est un procédé qui est certainement beaucoup plus raisonnable. Ces recherches. C'est des mots horribles que vous prononcez. Vous prononcez des mots horribles. Horribles. Raisonnable. Oui, je sais pas, et je me dis qu'aujourd'hui, en fait... Et si au lieu d'utiliser le mot compromis, vous utilisiez le mot négociation? Ça serait beaucoup plus intéressant. Vous parliez de failles tout à l'heure, c'était intéressant de dire qu'elles étaient de plus en plus étroites et de plus en plus difficiles à exploser et que la contrainte, du coup, était de plus en plus lourde. Est-ce que, justement, la transgression et la rébellion, elles ne se trouvent pas dans le refus de construire, mais dans la proposition théorique? Well, I mean, I understand that there's moments in which refusing to build could be a political stance. But in general terms, I believe that it's very important that each sensitivity occupies space, and there's certain responsibility on doing things. For instance, I don't believe that there's a divorce between theory and kind of imagination, proposing things that are speculative, and doing things, constructing, putting your hands on what you're doing and transforming reality. And on this, I think Odile is a good representative of a person that is in a practice that has been thinking, proposing, but also doing things. I also want to do that with my practice. So it's, I believe, a responsibility for us not to leave the terrain of construction to others that will do it differently. So I could go back to your comment on let's do things. So I believe that there's probably things that you can start doing. For instance, if you think that where you're studying there's ideas that are not being kind of introduced, you can be the one introducing them, and you can discuss that with your professors. But also you can construct things now. So if you think that there's a theory that should be imposed or experienced, there's this possibility for you to just do a tiny thing, a piece of furniture, or to convince your cousin that is thinking of expanding his or her house and doing it. And I believe that occupying space is very important as a political stance, and it's probably the way to drive these, let's say, questions that you're doing in a way that could somehow be confronted to other architecture. Because something that is amazing about architecture is that someone can do an airport, but you could do a tiny table and be providing a conversation and kind of confronting the airport with the ideas that you can embed in a table. Or you can even do a drawing of a table, and you can be confronting those who are designing Masdar City. So I think that it's important to occupy space, to do things that become part of the scene
and that people are forced to discuss. And I would encourage to think that architecture can do that brilliantly. Like, can do it with ideas, but also with material devices, with actions, with performances, with interventions, with things like that. And why not, like Odile was saying, why not start today? In a way, we all have a responsibility to others and to ourselves to occupy space with our own ideas, with our own way of doing things. And I would totally repeat the words, let's do it, let's go for it. So maybe next Monday, when you go back from Eastern holidays, you can do that in your school. Vous connaissez Bellastock? Oui. Bon. Bellastock, ils ont démarré 2 personnes, à l'époque à la Belleville, je crois, qui ont décidé de créer un événement et ils se sont dit il faut faire bouger les étudiants, il faut les rassembler, il faut faire quelque chose. Donc ils ont été voir tous les directeurs d'école, et à l'époque j'étais directrice à l'école spéciale, donc ils sont venus me voir, et j'ai trouvé leur idée formidable. Et je leur ai dit d'accord, on va susciter que les étudiants viennent et vous rejoignent. Et on l'a fait. Et petit à petit, il y a d'autres directeurs qui l'ont fait et ça a créé Bellastock. Mais Bellastock, au départ, c'était la récupération de matériaux, c'est travailler avec des palettes, après ça travailler avec des bulles. Et petit à petit, ils ont agrégé des gens avec eux. Et maintenant, ils sont devenus un peu les représentatifs des gens qui font le recyclage dans les bâtiments et pour les constructions. Et ils ont échafaudé toute une théorie là-dessus. Et ils sont devenus vraiment, ils ont fabriqué un vrai business, enfin pas un business, mais une entreprise qui fait de la récupération et qui construit avec la récupération. Donc en fait, c'est des petites choses qui tout d'un coup, parce que vous décidez de le faire, petit à petit, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil. Ça prend du temps et il faut monter les marches, il faut monter les briques les unes à côté des autres et au fur et à mesure, vous arrivez à les faire. Et c'est toujours comme ça qu'on fait les choses. On les fait jamais en claquant du doigt et en pensant qu'on va gagner demain matin. Ça marche pas, ça. C'est pas aussi instantané. C'est une chose que l'on fait où on monte des marches. Et les marches, au fur et à mesure qu'on les monte, elles sont de plus en plus solides. Et l'escalier est de plus en plus solide et vous-même, vous êtes plus solide. Donc, lundi matin. Mardi, parce que lundi, c'est férié. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon... Du coup, vous évoquiez tous les changements qui opèrent en ce moment, tous les changements qui opèrent du coup dans le siècle qui nous attend. Aujourd'hui, on marche différemment, on bouge différemment, on mange différemment. Et comment est-ce qu'on devrait enseigner différemment? Comment est-ce que aujourd'hui, au XXIe siècle, on devrait enseigner l'architecture? Voilà. C'est une question qui paraît plutôt simple, mais... Je sais pas ce que c'est enseigner, moi. Oui, peut-être qu'on n'enseigne plus, enfin, je sais pas. Comment est-ce qu'on transmet son savoir différemment? On ne transmet pas de savoir. Moi, j'ai rien à transmettre de savoir. J'ai juste je considère toujours que les étudiants, il y en a 2 là, de mes étudiants, qui sont là, n'est-ce pas? Mais vous pourriez répondre, vous? Je pense qu'il n'y a pas de façon d'enseigner l'architecture. Ça se fait juste... c'est ce qu'on disait un peu dans les études en général et la façon de se trouver en tant qu'étudiant, en tant que personne, architecte, designer, artiste, peu importe. C'est juste la façon dont on se pose les questions et dont on traite les sujets. Le prof, l'enseignant, en définitive, il est juste là pour susciter cette curiosité, mais en fait, il n'y a pas d'enseignement. Et c'est un peu le propos de l'école dans laquelle on est, Confluence, ou était, comme Géraud. C'est que réellement, c'est l'étudiant qui se construit en tant qu'architecte, personne, et l'enseignant n'a rien à voir là-dedans, en fait. Donc il n'y a pas d'enseignement. C'est un peu radical. Non, mais à Confluence, les étudiants sont autonomes. Et ils sont le centre de l'enseignement. Ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils s'organisent eux-mêmes. Ils ont la clé de l'école et ils reçoivent les profs qui viennent pour un certain temps travailler avec eux ou les faire travailler. Il n'y a pas de cours. Et ils apprennent. Non? Ils ne peuvent pas dire autre chose.
Bon, alors, peut-être que puisque tout est architectural, y compris la fête et la négociation autour d'un verre, nous pouvons continuer cette discussion passionnante juste de l'autre côté de l'estrade. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour un très beau dialogue.